Cela fait plusieurs semaines maintenant que je suis à l'abri au cœur du sanctuaire du Kourou. Il est temps d'apporter un petit peu de confort à ma simple survie. Et pour commencer, j'ai voulu éliminer la chose qui tape le plus sur les nerfs d'une personne seule. Je veux bien sûr parler du silence pesant. Le crépitement des flammes dans ma cheminée improvisée et les hurlements sporadiques des infortunés survivants qui résonnent de temps à autre sont loin d'être suffisants. Alors j'ai décidé d'arpenter les différents royaumes pour tenter de trouver de quoi faire résonner un petit peu de musique dans mon repère. J'ai commencé par me rendre à la ferme Coldwin, dans l'espoir de mettre la main sur un vieux tourne-disque, et peut-être quelques vinyles des années 30 que j'affectionne particulièrement, comme les Ink Spots. À défaut de trouver ce que je cherchais, j'ai pu au moins mettre la main sur une énorme pièce de viande fraîche et quelques sacs de céréales. J'ai décidé d'aller voir dans le royaume qui semblait le plus récent, et j'ai ouvert un portail vers Greenville. Et on peut dire que j'ai eu le nez creux, car j'ai pu mettre la main sur un lecteur de CD et toute une pile de disques. Et c'est quand je les ai regardés avec attention que je me suis rendu compte que dans la liste se trouvait un single d'un groupe appelé les No Spins. Ce qui m'a amusé, c'est que dans les royaumes se trouvent deux personnes qui sont directement impliquées avec les No Spins. Leur productrice, Yoonjin Lee, et bien sûr l'artiste vedette Ji-Woon Hak, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom du farceur. Contrairement à notre dernière exploration mémorielle, les archives et la brume regorgent d'informations concernant ces deux-là. Ils sont étroitement liés l'un à l'autre, comme les deux faces d'une même pièce, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Si vous le voulez bien, je vais vous parler d'eux. Je vais commencer par vous raconter ce que je sais de Yoonjin. Voyons voir. Résiliente et ambitieuse, Yoonjin a eu la vie dure avant de connaître le succès dans l'industrie musicale, après des années d'efforts et de sacrifices. Enfant, elle était fascinée par les sons. Elle imitait les percussions et jouait du piano. Mais à 10 ans, elle perdit ses instruments. Très endettée, sa famille n'arriva pas à régler les échéances à temps. Et les créanciers leur prirent toutes leurs possessions, y compris la maison. Yoonjin serra fort sa petite sœur en pleurs, alors âgée de 4 ans. Ils déménagèrent dans une cave sans fenêtre, avec 2 chambres. Comme ses parents travaillaient nuit et jour pour rembourser leurs dettes, Yoonjin devint la nounou de sa sœur. Chaque soir, elle chantait jusqu'à ce qu'elles s'endorment ensemble. À ses 17 ans, le célèbre label de musique Mighty One Entertainment vint auditionner des futurs talents dans son lycée. Elle ne fut pas retenue pour devenir une idole, mais elle décrocha un stage non rémunéré dans le studio. Durant les années qui suivirent, elle créa certains de leurs plus grands tubes, sans jamais être créditée ou reconnue. Pour obtenir ce qui lui était dû, elle s'afficha donc en public, avec des vêtements flamboyants, et incorpora des boucles de ses propres chansons sous son nom d'artiste, Magnum Opus. Les fans commencèrent à reconnaître ses morceaux, et elle devint la productrice des No Spines, un boys band minable qui avait besoin qu'elle y appose sa patte. Déçue du son commercial des No Spines, elle rechercha un élément sauvage pour permettre au groupe de se démarquer. Grâce à ses contacts dans les concours de talent, elle découvrit le son brut et avant-gardiste de Ji-Woon Hak. Elle relança les No Spines avec Ji-Woon comme nouveau membre. En à peine quelques heures, leur première vidéo devint une sensation virale. Grâce à leur succès, Yoonjin conforta sa réputation de productrice avisée. Toujours à la pointe de la mode pour participer à des événements luxueux, son enfance miséreuse et âpre semblait bien loin derrière elle. Elle s'installa dans un penthouse et dînait avec les mondains dans des restaurants tout en haut de gratte-ciel, offrant des vues à couper le souffle sur Séoul. Le succès du premier album battit tous les records, ce qui plaça la barre très haut pour le disque suivant des No Spins. Alors qu'elle enregistrait leur nouveau morceau, l'alarme incendie résonna. Inquiète pour sa sécurité, Yoonjin s'empressa de quitter le bâtiment et dépassa les employés à la traîne. C'est uniquement quand elle déboucha en trombe dans la rue qu'elle réalisa que les No Spines ne se trouvaient pas dans la foule. Des flammes géantes engloutirent l'immeuble. Elles finirent par être étouffées petit à petit par les torrents d'eau déversés des lances à incendie. Tous les membres du groupe périrent dans l'incendie, à l'exception de Ji-Woon. L'album était détruit, le groupe était fini. Elle serait mise au placard et Ji-Woon dépérirait en devenant formateur pour idol en stage. Mais elle refusa de finir en victime et de rester à regarder sans rien faire les vautours se partager ce qui lui revenait. En cachette des Mighty One Entertainment, elle créa de nouveaux morceaux pour relancer la carrière de Ji-Woon. Elle le poussa à puiser dans sa peine et à créer une chanson qui exploitait les affres d'une perte soudaine. Le clip montrait Ji-Woon faisant ses adieux à chaque membre du groupe. Yoonjin lança la chanson sous le nouveau nom de scène de Ji-Woon, le farceur. Il incarnerait à la fois la peur et l'admiration, comme les légendaires esprits d'Okaibe.
La chanson de Ji-woon devint un phénomène mondial, ses thèmes universels de chagrin et de culpabilité résonnant à l'échelle internationale. Ensemble, Yoonjin et le farceur firent une tournée mondiale. Le succès les suivait partout où ils allaient, tout comme une série de meurtres excentriques. Ce lien troublait Yoonjin, qui avait remarqué que les dates de la tournée correspondaient au moment de la mort des victimes. Fatiguée à la suite de la perte des No-Spins, et nerveuse quant à la sécurité de son artiste, elle augmenta la garde rapprochée du farceur. Et si le tueur en série était un déséquilibré, qui faisait une fixation sur le farceur, inspiré par ses chansons morbides? De retour à Séoul, Yoonjin travaillait avec Ji-woon pour ses nouveaux titres. Quand elle arriva au studio, à l'aube, elle fut surprise de voir qu'il était déjà là. Il semblait épuisé, comme s'il avait travaillé toute la nuit. Quand elle écouta son morceau, elle découvrit une intro étrange, saturée de hurlements et de sons à la fois attirants et répugnants. C'était trop expérimental à son goût. Une semaine plus tard, un autre décès fut rapporté. Le corps présentait des traces de torture et était disposé dans le même style flamboyant que ceux des meurtres précédents. Cette fois, des boutons de manchette en diamant étaient enfoncés dans les yeux de la victime. Le jour suivant, cette dernière faisait la une de toutes les chaînes de télévision. Une vidéo, extraite des réseaux sociaux, la montrait hurlant alors que son petit ami lui offrait un gâteau d'anniversaire en forme de cœur. L'estomac de Yoonjin se retourna. Cette voix, elle lui était tellement familière. Et pourtant, elle n'avait jamais rencontré la victime. Le matin suivant, son cœur s'arrêta en entendant le morceau d'ouverture du farceur. Les cris de la chanson correspondaient aux hurlements de la victime. Avait-il échantillonné la vidéo d'anniversaire de cette dernière? Non, c'est impossible. Il avait enregistré le morceau avant que le meurtre ne soit signalé. Elle fixa Ji-woon depuis l'autre côté de la vitre du studio d'enregistrement. Il était le seul survivant du groupe. Tous les autres avaient péri. Et les dates des meurtres excentriques correspondaient à celles de sa tournée. Tous les indices semblaient pointer vers lui. Si c'était lui qui avait fait ça, aucun artiste ne survivrait à ce scandale. La carrière de Yoonjin non plus, et toute sa vie serait fichue. Tout ce qu'elle avait serait détruit. La nausée la prit à la gorge. Le cœur battant, elle se précipita aux toilettes. Des pensées folles fusaient dans son esprit, pendant qu'elle s'aspergeait le visage d'eau froide. Il devait y avoir une explication simple. Peut-être qu'elle était trop épuisée par son travail. Ou bien elle ne croyait pas en son succès. Son cerveau fabriquait ce soupçon, car il était toujours plus facile de croire au désastre qu'au succès. Son imagination lui jouait des tours, voilà tout. Elle revint dans le studio d'enregistrement, pressée de laisser ses soucis derrière elle. Quelques mois plus tard, les cadres de Mighty One commencèrent à lui mettre la pression. Les recettes diminuaient, et ils la tenaient pour responsable, car ils n'approuvaient pas les thèmes violents de la musique du farceur, ni ses tours de couteau qu'il effectuait sur scène. Bien que furieuse de les voir désigner son artiste comme bouc émissaire, Yoonjin considérait également que la musique de Ji-woon visait une niche trop réduite pour générer des profits. Elle expliqua à son poulain qu'elle s'était opposée à eux, mais qu'elle était en infériorité numérique. En raison de sa colère initiale, il crut qu'elle était de son côté. Ils leur donnèrent 3 mois pour créer et jouer le prochain tube pour Mighty One. Les mois s'écoulèrent, et le moment était venu pour Yoonjin d'assister au concert privé pour les cadres. Elle avait confiance en sa chanson, mais dès que la musique commença, elle sut que quelque chose clochait. Une fumée épaisse et nauséabonde inonda la pièce. Yoonjin toussa et suffoqua, mais plus elle toussait, plus elle respirait le gaz. Son corps se tassa sur la chaise, ses membres étaient lourds et engourdis, et ses yeux grands ouverts, tandis qu'elle observait, terrifiée, un cauchemar prendre vie. Le farceur était un tourbillon de sang, découpant, poignardant et sectionnant les membres. Les cadres se faisaient découper comme de simples morceaux de viande. Ils ne pouvaient pas s'échapper, ils étaient immobiles, tout comme elle, paralysée. Elle sentait la rage monter en elle. Comment avait-elle pu ignorer son instinct? L'incendie, les meurtres pendant la tournée, tout ça c'était lui, ça a toujours été lui, et elle le savait depuis le début. À présent, sa carrière était morte, tout comme Mighty One. Toutes les personnes avec qui elle avait travaillé, ses collègues, ses amis, étaient en train de mourir sous ses yeux. Tout ce qu'elle avait lui était dérobé, une fois de plus. Non, elle ne le laisserait pas faire. Il allait le payer. Il allait connaître sa souffrance. Soudain, de sombres volutes de brouillard noir s'élevèrent du sol, et elle se retrouva ailleurs. Des lueurs brillantes clignotèrent, l'aveuglant. Un projecteur la trouva dans l'obscurité, et une foule fit son apparition, scandant son nom. Magnum opus, Magnum opus. Elle sourit et accepta l'obscurité en elle. Est-ce que vous avez remarqué? Ce
qui s'est passé lorsque la brume s'est emparée de Yunjin. Nous avions déjà théorisé dans le passé que l'entité usait de ses inimaginables pouvoirs pour altérer la vision de certains des tueurs les plus récalcitrants. Ainsi, Caleb Quinn voit en chaque survivant le Pope de Hellshire, ou bien Henry Béchor. Rin Yamaoka, elle, ne voit que son maudit père où qu'elle regarde. Je me doutais que certains survivants subissaient également les effets de ce mauvais sort. Et lorsque Yunjin mit un pied dans les royaumes, au lieu de ne voir qu'un endroit désolé où poussent de sinistres crochets, elle ne vit qu'une scène avec une foule en délire hurlant son nom et l'accueillant comme la star qu'elle a toujours rêvé d'être. Je me doute que l'illusion s'est dissipée depuis longtemps, mais il est intéressant de voir que la grande araignée travestit également la vision de ces infortunés survivants. Pour en revenir à son passé, Yunjin avait toujours voulu se tenir sur scène, mais le destin l'avait fait basculer de l'autre côté, en tant que productrice. Quand elle a trouvé le jeune Ji-woon, elle se dit qu'elle avait touché le gros lot, mais bien vite, elle se douta de quelque chose. Trop de détails clochés, trop de coïncidences, trop de mystères planaient autour du farceur. Mais une série d'événements vint balayer ses doutes à propos de son protégé, du moins temporairement. Voyons les souvenirs que j'ai extraits. Mais souvenez-vous que c'est une pièce qui possède deux faces, et que, pour le moment, nous ne voyons qu'un seul des deux côtés. Souvenir 443. Fatiguée de son long vol, Yunjin bâille en allumant son ordinateur portable. Cela fait 2 heures qu'elle a atterri à Rio de Janeiro, mais son travail ne peut pas attendre. Elle consulte sa boîte de réception et remarque une douzaine de courriels non lus d'un utilisateur inconnu adressés à son nom. Rares sont ceux qui la connaissent comme Yunjin. Pour la plupart des gens, elle est magnum opus. Elle clique sur un des mails. Une description détaillée et choquante d'un plan visant à les tuer, elle et le farceur. Signé le fan numéro 1 du farceur. Une menace de mort. Une menace anormalement spécifique, avec des photos d'elle dans le hall de l'hôtel. Avant la mort des Nospains, elle ignorait ce genre de menace. Mais désormais, sa main manucurée tremble au moment de saisir son téléphone. La menace est trop sérieuse pour être prise à la légère. Elle appelle l'équipe de sécurité pour une réunion d'urgence. Les sorties seront limitées aux séances d'enregistrement et aux répétitions du concert. Un garde du corps est affecté au farceur et un autre à elle-même. Tout le monde respecte les nouvelles règles, sauf bien sûr le farceur, qui se plaint de devoir rester dans l'enceinte de l'hôtel. Rien de bien surprenant. Sa relation avec lui est difficile depuis quelques mois. Il conteste chacune de ses décisions, son ego poussant sa patience dans ses derniers retranchements. À cause de leurs fréquents désaccords créatifs, leur prochain album a pris du retard, ce qui l'a forcé à produire 3 nouveaux titres tout en supervisant sa tournée. Son expert en sécurité lui confirme que tous les téléphones sont prêts. Sur sa demande, une application de GPS a été installée sur tous les téléphones de l'entreprise. Personne d'autre ne le sait. Si le farceur continue de mettre sa patience à l'épreuve, cette application s'avérera utile. C'est pour son propre bien. Et le sien. Souvenir 444. Yunjin se sert une tasse de café au studio d'enregistrement, retenant un autre bâillement. Elle sent ses tempes palpiter. Elle souffre du décalage horaire. Sans oublier la menace permanente d'un fan déséquilibré qui l'empêche de dormir la nuit. En revenant à la cabine, elle remarque que le studio d'à côté est occupé. Elle y jette un coup d'œil. Un jeune homme rit dans la cabine d'enregistrement. Il a un sourire sympathique, capable de vendre des milliers de magazines. Elle reconnaît l'homme derrière la table de mixage. Alano Muse, un producteur plus ou moins connu de San Diego. Mais qu'est-ce qu'il fait à Rio? Quelques commérages pourraient l'aider à se ressourcer. Elle toque à la fenêtre de la porte. Celle-ci s'ouvre dans un grincement. Il se souvient d'elle, bien sûr. Qui pourrait oublier la célèbre magnum opus? Elle entre tandis qu'il passe le morceau sur lequel il travaille. Une base lente et prévisible. Banale. Trop prudent pour avoir le moindre intérêt. C'est alors qu'une voix céleste envahit la pièce. Yunjin en renverse presque son café. La voix de l'artiste est cristalline, sa gamme est puissante, mais pleine de nuances. Mais qui est-ce? Alano demande à Lucas, le jeune artiste, de baisser d'un ton. Terrible idée. Le morceau devrait monter pour pousser Lucas au lieu de le confiner à son générique ennuyeux. Elle approche de Lucas et lui tend sa carte de visite. Contacte-moi le jour où tu voudras devenir un véritable artiste. Elle est soudainement prise d'un pincement au cœur en sortant. Elle avait dit la même chose au farceur il y a des années. À l'époque, elle avait hâte de travailler avec lui. Cela fait longtemps que cette époque est révolue. Souvenir 445. Au bar de l'hôtel, Yunjin sirote son caipirinha glacé, la liqueur de canne à sucre adoucissant l'explosion acidulée du citron vert. Pourquoi a-t-elle donné sa carte de visite à ce jeune artiste? C'est pas comme si elle était en position de le produire. Un nouveau pincement de nostalgie. Une nouvelle gorgée de son cocktail. Ça lui manque, la quête de nouveaux talents.
le chaos créatif brut derrière la conception d'un son osé, la poussée d'adrénaline du premier album. Désormais, tout est différent. Son temps est divisé entre la gestion de l'ego grandissant du farceur et le suivi d'un cycle de production générique perpétuel. Est-ce là le coup du succès ? Produire de la musique qui l'a fait grimacer ? Sans parler des disputes à propos des gardes du corps et du couvre-feu, ou les menaces d'un fan psychotique. Sa vie est si différente de ce qu'elle avait imaginé quand elle était gamine. À l'époque, la musique était la seule chose de bien qu'elle avait. Elle créait ses morceaux dans sa chambre, imaginant une scène de lumière vive où elle était à l'abri, libre, capable de se faire entendre. C'était ça la pop pour elle, une dose vitale libératrice et sans remords. Mais désormais, grâce à son succès, elle vit dans une cage dorée. Elle termine son verre. Le barman lui lance un regard et elle acquiesce. Continue de servir mon gars. Elle appelle les cadres de Mighty One pour une réunion virtuelle et leur annonce les nouvelles. Quand elle aura terminé les 3 morceaux à Rio, elle en aura fini avec le farceur. Elle passera à la production du lancement de Jeunes. L'un des cadres l'interrompt. Ils ont des sujets plus urgents à traiter. Des rumeurs préjudiciables circulent en ligne. Un fan dérangé et délirant affirme avoir tué quelqu'un à un concert du farceur. Yoonjin serre les poings, plantant ses ongles manucurés dans ses pommes. Peu importe, tant qu'elle empêche ses mains de trembler. Elle va gérer la tempête médiatique, pour le bien de sa marque. Mais après Rio, elle en aura fini avec le farceur. Peu importe ce qu'en pensent les vieux de chez Mighty One. Souvenir 446. Les rumeurs du meurtre font la une en ligne. Une publication anonyme affirme que la victime a été aperçue en vie pour la dernière fois à l'occasion de la rencontre VIP du farceur, après son concert de New York au début de l'année. Yoonjin se souvient de cette soirée. Non pas à cause du concert, mais à cause d'un détail qu'elle n'a eu de cesse de se remémorer depuis lors. Des marques d'éraflures sanglantes sur les avant-bras du farceur, quand il s'est présenté à l'after du concert. Les rumeurs en ligne ne faisaient que raviver les doutes qu'elle avait passés sous silence. Il y a plusieurs années, ils étaient arrivés ensemble à Miami, plus tôt que prévu. Yoonjin assistait à des événements professionnels tandis que le farceur s'attelait aux répétitions. 3 jours après leur arrivée, un chanteur folk avait été retrouvé mort en ville, près du bar où il jouait. Des images de sécurité furent révélées au grand public, montrant un homme vêtu de noir au visage dissimulé qui entraînait le chanteur dans une ruelle. Les images sombres et floues en révélaient très peu sur le suspect. Mais Yoonjin remarqua un détail qui lui noua l'estomac. Elle avait reconnu le casque audio aux bordures dorées autour du cou du suspect et ses 2 énormes X, un par oreille. C'était le tout nouveau modèle du casque audio Xerxes 1050X que très peu d'audiophiles connaissaient et encore moins pouvaient s'acheter. Elle reconnut le modèle immédiatement car le farceur préférait leur matériel à des modèles plus onéreux. Il portait une paire similaire pendant leur vol pour Miami, mais avait opté pour un modèle inférieur pour le reste de la tournée, ce qui ne faisait qu'alimenter ses doutes. Cependant, à l'époque, les choses n'allaient pas bien pour elle. La mort d'Enospin était encore récente. Elle souffrait d'insomnie et le décalage horaire de la tournée n'avait fait qu'empirer son état. Finalement, elle avait décidé de laisser la police faire son travail, pendant qu'elle se concentrait sur le sien, produire de la musique. Mais à présent, quelqu'un d'autre était mort. Quelqu'un que le farceur aurait pu être le dernier à avoir vu en vie. Le casque audio, les marques d'éraflures, les sorties tardives la nuit. De simples détails, mais qui s'accumulaient. Combien de coïncidences fallait-il pour avoir une certitude ? Elle sursauta quand on vint frapper à sa porte. C'était le chef de la sécurité. Yoonjin suit son instinct et le confronte. Elle bluffe en lui disant qu'elle va virer toute l'équipe de sécurité s'il ne lui dit pas la vérité. Et ça marche. Elle apprend alors que le farceur a quitté l'hôtel la nuit dernière. Son garde du corps a bien essayé de le suivre, mais il l'a semé. Yoonjin frappe du poing sur la table. Pourquoi a-t-il quitté l'hôtel ? Pour aller où ? Et pour faire quoi ? Elle a beau travailler avec le farceur depuis des années, il n'en reste pas moins un étranger. Bien qu'il génère d'énormes bénéfices, tout cela a un coût. Si le farceur est impliqué dans un meurtre, elle l'est également. Même s'il n'y a pas de preuves. Même si ce ne sont que des rumeurs. C'est sa vie à elle qui est en jeu, sa propre carrière. Elle ne pourra plus jamais produire de musique. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est sa faute à elle. Elle sait bien qu'on ne peut faire confiance à personne dans cette industrie. Elle a besoin d'obtenir des réponses avant qu'il ne soit trop tard. Peu importe ce que fait le farceur la nuit, elle doit le découvrir. Ses doutes ne la lâcheront pas tant qu'elle n'en sera pas certaine. Souvenir 447. Yoonjin laisse son équipe de sécurité pendant la répétition du farceur. Après tout, ce qu'elle compte faire n'est pas vraiment légal. Elle montre son badge VIP au portier et pénètre dans la loge du farceur. Elle y trouvera peut-être quelque chose qui pourrait lui indiquer ce qu'il manigance. Au milieu des costumes flamboyants, elle cherche un indice, un reçu, une note, des photos. Elle trouve seulement un sac de sport. À l'intérieur, une bouteille d'eau, quelques t-shirts et son portefeuille. Aucune facture ou quoi que ce soit d'intéressant.
hormis la carte d'accès de sa chambre d'hôtel. Elle cherche peut-être au mauvais endroit. Des voix à l'extérieur de la porte l'alertent. Elle s'empare de la carte d'accès et referme le sac juste au moment où l'assistante du farceur entre dans la loge. Yoon-jin réprime les battements de son cœur et maintient son expression impassible en sortant. Peu importe ce qu'a vu l'assistante, elle n'osera jamais en parler, du moins à personne d'important. Yoon-jin s'arrête un instant quand elle atteint la chambre du farceur, sa carte d'accès en main. Si elle fait ça, il sera impossible de faire marche arrière. Mais s'il cache quelque chose, elle doit savoir ce que c'est. Elle doit le savoir avant qui que ce soit d'autre. Avant que cela signe sa perte. Elle ne peut pas avoir de doute. Elle ouvre alors la porte. La chambre du farceur est en ordre, comme s'il n'y passait que très peu de temps. Elle fouille ses bagages, une pile de vêtements dépareillés, un tas de pantalons de survêtements et des sweats à capuche noire. Un masque noir. Des vêtements qu'elle ne l'a jamais vu porter en tournée. Quelqu'un frappe à la porte. « Service de chambre !» Yoon-jin lâche le masque. « Revenez plus tard !» Elle ne trouve rien d'étrange dans la chambre, hormis un sampler haut de gamme des plus rares sur sa table de nuit. Intriguée, elle l'allume. Une série de hurlements violents emplit la chambre. Les cris ont l'air si réels. Un échantillon de film d'horreur ? Mais elle ne parvient pas à se débarrasser de sa première pensée inquiétante. Et s'ils sont réels ? Ce qu'elle trouve ensuite ne fait qu'amplifier son malaise. Un kit d'affûtage de couteaux, des pierres à aiguiser, des produits d'entretien, toute une panoplie d'aiguisoirs. Elle se souvient d'une conversation qu'elle avait surprise au studio d'enregistrement. Lucas, le jeune artiste qui se présentait au farceur et l'interrogeait à propos de son couteau. Le farceur lui avait répondu qu'il fallait toujours avoir un couteau sur soi. Yoon-jin prend une pierre à aiguiser. Pourquoi aiguiser un accessoire de scène ? C'est vrai que le farceur utilisait de véritables couteaux à l'occasion des cascades quand il était gamin, mais ce n'était plus nécessaire. Cette obsession pour les couteaux n'avait rien à voir avec le spectacle. Et à quoi lui sert de l'aiguiser s'il ne compte pas l'utiliser ? Elle en frémit. Un autre bruit à la porte. Yoon-jin repose la pierre à aiguiser. « J'ai dit plus tard !» Le farceur entre alors dans la pièce, la prenant de court. Et leurs regards se croisent. « C'est juste le gamin maladroit que j'ai recruté il y a des années de ça. Je ne le laisserai pas m'entraîner avec lui. » Son indignation fait face à sa colère, et Yoon-jin ramasse le sampler. « Où est-ce que tu traînes tous les soirs ? Et c'est quoi cette merde ? Et si la presse mettait la main dessus, ce serait la fin de ta carrière, tu comprends ?» Le farceur soupire et admet qu'après la mort d'Enospin, ses pensées ont dérivé vers de sombres recoins. Il ne parle que rarement de leur mort, et elle sait bien pourquoi. Ce jour continue de la hanter dans ses rêves. Le temps passe, mais la culpabilité, elle, subsiste. Yoon-jin voit son téléphone sur la table. Prends donc un verre dans le minibar, Ji-woon. La répétition d'aujourd'hui est annulée. Elle garde le sampler et lui rappelle de rester à l'hôtel jusqu'au concert. Il acquiesce de la tête. Bien, pour que son subterfuge fonctionne, il doit croire qu'elle lui fait confiance. Souvenir 448. Yoon-jin regarde à l'extérieur de la chambre d'hôtel. Dehors, il pleut à verse, ce qui provoque des crues subites dans certaines zones de la ville. Elle appelle son équipe. Peu importe le temps qu'il fait, le spectacle doit continuer. Mais le temps n'est pas la cause de l'appréhension qui grandit au creux de son estomac. Il y a quelque chose de louche chez le farceur. Une intuition qu'elle ne peut plus ignorer, peu importe l'argent qu'il rapporte. Bien qu'il semble sincère, tant d'années dans le milieu lui ont appris qu'elle ne peut faire confiance à personne. Yoon-jin saisit son téléphone et active le suivi GPS de celui de son poulain. Sa position apparaît comme un point bleu sur la carte immense de Rio. Son intuition était juste. Il n'est plus dans sa chambre. La chasse est ouverte. Le moment est venu d'enseigner un nouveau tour au farceur. Yoon-jin ralentit à proximité de la position de sa proie. Tandis qu'elle s'approche, une berline grise démarre soudainement en trombe. Elle vérifie son téléphone, et le point bleu s'éloigne sur la carte. Le farceur doit être dans cette voiture qui vient de démarrer. Elle appuie sur l'accélérateur. Après quelques embardées, elle rattrape la berline qui tourne brusquement à droite. Yoon-jin la suit, donnant un coup de volant sec tout en écrasant le frein. Sa voiture dérape dans le virage, glissant vers une ruelle étroite. La berline accélère et tourne à gauche, entrant dans une toute petite rue. Yoon-jin repère sa manœuvre et tourne à gauche, mais ses roues n'adhèrent pas à la chaussée à cause de l'eau, et elle perd le contrôle. S'ensuit une violente collision. Sa tête heurte le volant. Un flash de lumière blanche, suivi d'une terrible douleur, qui la traverse du cou jusqu'en bas du dos. Elle tousse et halète de douleur. Pendant un instant, elle ne peut rien faire d'autre que respirer. Quand elle expire, la douleur diminue légèrement. Elle entend de la musique rock à la radio, tellement bruyante. Elle tend le bras et l'éteint distraitement. Elle ressent une douleur au-dessus du sourcil gauche et se touche doucement le front en grimaçant. Du sang coule sur ses doigts. Le pare-brise effet les côtés passagers, et elle se déplace lentement et se redresse avec précaution. C'est rien, tout va bien. Elle regarde dehors, la voiture a heurté un lampadaire côté passager. Ça aurait pu être tellement pire. Une sonnerie familière interrompt ses pensées, son téléphone.
Yunjin se redresse et le cherche sous son siège. Elle l'attrape et déverrouille l'écran. Un SMS du farceur. À l'aide. Pourquoi il lui demande de l'aider? Est-ce qu'elle aurait raté quelque chose? À moins que le farceur ne soit pas celui qu'elle est en train de poursuivre. Le cœur de Yunjin tressaille. La menace de mort. Le fan numéro 1 du farceur. Et si le fan psychopathe avait découvert ses escapades nocturnes et avait décidé d'agir? Après tout, les enlèvements vont de pair avec les menaces de mort. Elle laisse échapper un juron. Dans sa hâte de poursuivre le farceur, elle a laissé son garde du corps derrière elle. S'il arrive quoi que ce soit au farceur, à Ji-woon, et qu'elle a été trop aveugle pour l'en empêcher, non, elle a la conscience bien trop chargée pour ça. Elle réajuste sa ceinture de sécurité et met le contact. Le moteur tout saute en retour. Elle serre les dents et réessaye. Ça ne se passera pas comme pour l'incendie. Je ne l'abandonnerai pas. Elle remet le contact et recommence. Au 3e essai, le moteur démarre. Elle remet son téléphone sur le tableau de bord et suit alors le point bleu. Souvenir 449. Yunjin suit le GPS jusqu'à ce qu'elle atteigne un parking désert face à plusieurs entrepôts abandonnés. Le point bleu reste immobile. C'est ici. Ji-woon doit être quelque part là-dedans. Mais où? Tandis qu'elle sort de la voiture, un épais rideau de pluie s'abat sur son corps douloureux et tremblant. La lumière du jour est obscurcie par un sombre nuage orageux. Le parking est rempli de voitures délabrées. Yunjin utilise une lampe de poche de son téléphone pour retrouver la berline grise. Tandis que le tonnerre gronde, son téléphone illumine une empreinte de main sanglante sur la fenêtre de la voiture. Elle se précipite et regarde à l'intérieur. Un mouvement vif et soudain, et elle ouvre la porte. Un rat trottine hors de la voiture. Sur le siège arrière, elle retrouve plusieurs objets. Le téléphone de Ji-woon, un chiffon et une corde. Elle ferme les yeux. Il est peut-être déjà trop tard. Il n'y a pas de temps à perdre à pleurer. Si Ji-woon est toujours en vie, il aura besoin de toute l'aide possible. Elle prend son téléphone et appelle la police, puis son équipe de sécurité. Quoi que ce fan psychopathe ait prévu, l'heure est venue d'y mettre un terme. Souvenir 450. Le tonnerre gronde. Yunjin titube sous la pluie à la recherche d'un indice, d'une piste. Une bourrasque glaciale frappe son corps trempé. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Pas tant que Ji-woon n'est pas en sécurité. Le rat détale par-dessus une flaque d'eau dans laquelle gît une carte de visite blanche. Yunjin ramasse la carte ensanglantée et peut lire « Magnum Opus, productrice musicale ». C'est la sienne. Dans un frisson, elle réalise qu'elle pourrait bien connaître la personne qui a enlevé Ji-woon. Les sirènes de police résonnent au loin. Mais elle ignore s'ils viennent pour elle ou pour les nombreuses personnes piégées par la tempête. Elle crie le nom de Ji-woon, hurlant de désespoir par-dessus les sirènes et le tonnerre. C'est alors qu'elle entend un cri provenant de l'autre côté du parking, depuis un vieil entrepôt abandonné. Elle se précipite dans l'entrepôt jusqu'aux larges portes. Une chaîne est enroulée autour des poignets, maintenue par un cadenas. Pendant ce temps, la police arrive sur place. Un cri violent s'échappe de l'entrepôt. Elle ne peut pas attendre. Ce qui est arrivé au No-Spin ne peut pas se reproduire. Plus jamais. Elle ramasse alors un tuyau et frappe le cadenas. Encore et encore. Ji-woon! Ji-woon! Le cadenas s'ouvre. Voilà qui vient conclure cette série de souvenirs. Quel cliffhanger, n'est-ce pas? D'habitude, je me lancerai dans une analyse de ce que nous venons de voir, en tentant de déceler les machinations de l'entité, ou bien les interventions du sombre vallon. Ou je chercherai à comprendre le cheminement mental qui a poussé nos sujets d'étude à faire ce que nous avons vu. Tout ce que nous venons de voir nous permettrait d'innocenter Ji-woon, qui serait en fait la victime d'un kidnapping de la part d'un fan psychotique. Mais pas cette fois. Cette fois, je me contenterai de vous dire qu'il est temps de retourner enfin cette pièce, et de voir toute cette affaire du point de vue de Ji-woon lui-même. Peut-être en apprendrons-nous plus, et que de nouvelles informations mettront en lumière des éléments qui peuvent pour l'instant paraître obscurs. Laissez-moi quelques temps pour extraire les souvenirs qui nous intéressent. Arracher des fragments de mémoire à la brume est une tâche particulièrement ardue. Mais trouver les exacts mêmes souvenirs, mais d'un point de vue différent, représente un défi que je n'ai jusqu'à maintenant jamais relevé. Mais je ne doute pas de ma réussite, car après avoir attiré votre curiosité, je vous dois bien ça. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.